Seul compte l'objectif du marshmallow. Shallow. Yeah. Ok, cool. Ouais, écoute, je suis vraiment content de refaire cette nouvelle émission avec toi. Adoum, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Ménélique, toi c'est... Voilà, moi c'est Adoum Djibril Peterman, voilà. Super, cool. Le thème, la thématique qu'on a pris aujourd'hui, c'est la position de l'underdog, parce que je pense que c'est quand même important de parler de ceux qui ne se considèrent pas, quoi, ceux qui pensent qu'ils sont les challengers, ceux qui se pensent un peu peut-être en retrait, dévalués. Je pense que c'est une question importante. Alors juste une petite parenthèse, vous pouvez nous contacter ou nous poser vos questions sur contact@bcube.africa, contact@bcube.africa. Mais Cube, tu l'écris avec un K Non, B-C-U-B-E. D'accord, ouais, parce que... bcube.africa. Attention, c'est pas .com, hein. On a pris le point Africa parce que bon, on défend quand même certaines valeurs et puis c'est important de le montrer, quoi. Je pense que c'est important. D'accord. Alors donc on va parler aujourd'hui de l'underdog, en fait le challenger pour ceux qui ne parlent pas anglais. D'ailleurs, faut que vous appreniez entre parenthèses, hein, c'est important quand même. Le challenger, je pense que c'est important parce que souvent, nous les boss basanés et bizarres, on se considère souvent comme ceux qui n'ont pas voix au chapitre, ceux qui ne peuvent pas faire les choses, quoi, ceux qui ne peuvent pas aller prétendre monter une entreprise, faire des choses. Ouais, non, mais est-ce qu'on se considère ou est-ce qu'on nous considère? Parce que moi, ça c'est vrai. Moi, je me considère pas. C'est est-ce qu'on nous considère? Et c'est justement une bonne intro dans ce que tu dis, parce que l'underdog, c'est justement, c'est aussi celui qu'on sous-évalue, quoi. Donc, c'est pas parce qu'on te sous-évalue que tu es en réalité sous-évalué, en fait. Non, complètement. Tu as tout à fait raison. L'autre truc aussi, c'est, alors, on va peut-être donner la définition, une certaine définition du mot challenger ou underdog, c'est donc c'est la personne qui n'est pas favorite, donc celle qui a quelque part les mauvaises cartes, qui a moins de chances de l'emporter, quoi. Alors moi je joue au poker de temps en temps, hein. Alors, je suis pas là pour raconter ma vie, mais ça m'arrive quand même de jouer au poker. Il faut préciser que jouer au poker peut être mauvais pour la santé. Alors, ça dépend avec qui tu joues. Nous, on joue des allumettes. Ah, d'accord. Okay, non, mais tu peux mettre le feu aussi, donc tu peux... Non, c'est vrai. Non, en fait, moi, je joue au poker et la comparaison que je peux faire, c'est que je me dis parfois, tu sais, tu commences et tu as une très mauvaise main. Et tu as des cartes qui ne sont pas super, mais quand même, tu crois en toi, donc tu vas commencer à miser. Tu vas mettre des allumettes sur la table et tu vas te dire, de l'argent, parfois c'est de l'argent, c'est des allumettes, c'est pas grave. Et tu vas te dire, je crois en la carte qui va venir. Mais c'est pas simplement une question de chance. C'est-à-dire qu'en fait, tu regardes tes adversaires à la table, tu regardes la configuration et tu te dis, même avec une main qui n'est pas bonne, si j'ai la bonne attitude, si j'ai le bon comportement, je peux quand même emporter la mise. Bon, je ne veux pas dire qu'il faut bluffer dans la vie forcément, hein, venir sans carte et puis croire qu'on va, en 2-3 coups de micmac, embrouiller les gens. C'est pas ça. Mais je pense qu'on peut quand même trouver dans cette analogie quelque chose qui nous ressemble aussi. Bah oui, de toute façon, le poker, souvent on parle de poker menteur, parce que du coup, comme tu sais, effectivement, c'est vraiment une question de pouvoir dans le jeu de poker, savoir effectivement qu'est-ce qui a la bonne main, qu'est-ce qui a la mauvaise main. Mais c'est aussi une stratégie de faire croire que tu as une mauvaise main, pour justement qu'on te sous-estime et justement que tu sois l'underdog tapis dans l'ombre. C'était quoi déjà le truc caché dans les coins sombres? Homme de l'ombre, c'est ça, non? Coin sombre, ça me rappelle quelque chose, puisque nous sommes quand même plutôt basanés dans ce coin. Voilà, exactement. Basanés, hein, voilà. C'est ça. Et donc, du coup, en fait, tu fais croire que t'as des mauvaises cartes, parce que tout simplement, dans ce jeu-là, et pour quelques références, ceux qui ont lu justement aussi bien Sun Tzu ou l'art de la guerre, parce que tout le monde en parle, ou même les 36 stratagèmes, ça fait partie aussi d'un des stratagèmes de se faire sous-évaluer. Et effectivement, dans la notion d'underdog, moi tout à l'heure j'étais en train d'expliquer pour préparer l'émission à mon fils ma perception de l'underdog. L'underdog, c'est les Formule 1, puisqu'il y a pas mal de gens qui suivent les Formule 1. Petite dédicace à Hamilton, hein. Donc basané. Oui, boss. Basané. Oui. Et bizarre, parce que c'est vrai que nous, quand on l'a vu arriver
dans l'automobile, bah, on s'est dit: «Ah tiens, il y a des Renois aussi qui sont dans les automobiles». Mais bon, voilà. Mais en tout cas, pour dire que dans la course automobile, tu as la personne qui est en pole position et justement, tout le jeu justement des 2 compétiteurs avec celui qui est à pole position et le challenger, c'est que le challenger, il se colle dans l'aspiration de la personne qui est en pole position et justement tout l'enjeu, c'est de pouvoir dans le virage taper le bon petit coup d'accélération ou le, passage à droite ou à gauche pour prendre la position, la pole position. Parce que la différence, c'est quoi? Celui qui est en pole position, tout le monde attend tout de lui puisqu'il a la position dominante, donc il y a une pression qui est compliquée. Tout à fait. Tandis que l'underdog est la personne qui est tapie et qui est là à attendre justement l'opportunité pour prendre la place. Oui, non, tout à fait. Mais le côté underdog, c'est aussi. Bon, là, par exemple, tu parles d'une relation dans une compétition, une relation par rapport à quelqu'un que tu veux dépasser ou bien à une personne à laquelle tu veux ressembler et à laquelle tu veux aller. Mais parfois, c'est aussi un combat avec nous-mêmes. Parce que tu sais, parfois, bon, je me lève le matin, j'ai pas trop la pêche, j'ai pas trop la patate. Et je me dis, ouais, tu sais, aujourd'hui, peut-être qu'il faut pas que je fasse l'effort, peut-être qu'il faut pas que je me prenne la tête. Je vais rester couché. Écoute, je vais me regarder une série. Ça va me faire du bien, ça va me détendre, et puis ça va me mettre cool, etc. Je dis pas qu'il faut pas se détendre. Mais tu sais, c'est souvent un combat contre soi-même. Parce qu'on se fixe des objectifs. On se dit, oui, on veut aller grimper la montagne, mais bon, aujourd'hui, on n'a pas envie de s'entraîner. Oui, ça c'est vrai, mais est-ce que certaines fois, c'est pas des moments où tu as besoin de te ressourcer? Mais c'est vrai que quand tu perpétues ça et jour après jour que tu te lèves pas, là effectivement, il y a un gros Oui, problème, hein. et on appelle ça la procrastination. Ouais, bah, alors procrastination justement, bah, c'est un mot pour ceux qui me connaissent, qui fait partie aussi de mon quotidien, c'est que la procrastination, ça peut être négatif ou positif. Ok. La procrastination peut être négative quand dans ton exemple là justement, où bah, à chaque fois tu repousses un élément important et qui a ce qu'on appelle un jalon, ça veut dire un passage obligé et tout et que tu le fais. Mhm. Mais la procrastination peut être positive dans le sens où certaines fois tu prends le temps d'observer les choses avant de te précipiter et certaines fois ben tu as aussi des choses qui se mettent en place quoi. Mais effectivement il faut pas trop en user abuser parce que Oui, mais justement, en fait juste pour nos boss basanés bizarres qui nous écoutent, c'est quand même important, je pense, bah, de- tu vois, on est naturellement, dans le monde dans le monde dans lequel on est, hein, on est naturellement considérés comme des perdants. Pourquoi? Bon, à cause de la couleur de peau, à cause des antécédents, à cause du fait que certaines pensent que on n'a jamais rien fait de bon, ce qui est faux d'ailleurs. Bon, on aura tout le temps et toute l'occasion d'en reparler. Et cette position de perdant, elle est parfois préjudiciable parce que quelque part, tu vois, j'aimerais moi, quelque part parfois venir dans des endroits et qu'on se dise pas, oh merde, un Renoir, ouais, ça c'est ou bien vrai. merde, un mec basané. Ah ouais. Tu vois, et moi, j'aimerais avoir cet avantage compétitif où on se dit, ah, lui, quand même, il peut faire quelque chose. Lui, je pense qu'il peut apporter un petit plus. Et cette question de petit plus, nous, on ne l'a jamais de notre côté. Là-dessus, je t'attends de repenser à une discussion que j'ai eue hier là. En fait, il y a une personne qui m'avait rappelé que je disais que quand on avait rendez-vous en tant qu'entrepreneur, quand on a rendez-vous avec le banquier, c'est vrai qu'on a le premier quart d'heure ou la première demi-heure où tout notre discours, c'est de lui faire oublier qu'on est noir, ou qu'on est arabe, ou Ouais. qu'on est basané tout simplement. Complètement. Et donc, c'est vrai que dans cette partie-là, on arrive un peu sous la posture de l'underdog. Et dans l'underdog, justement, tu avais tout à l'heure donné une bonne définition. Mais j'avais vu aussi, juste quand tu fais un truc tout base, de base, et on avait dit qu'on citait notre pote Google, tu fais underdog Google, tu vois qu'il y a un mot qui sort tout de suite, c'est opprimé. Et je me suis questionné et je trouve que avec la notion d'underdog, il y a la notion d'opprimé, parce qu'effectivement, quelqu'un qui a développé une activité, qui s'assoit face à son banquier et qui a une activité qui tourne, le banquier, il voit quoi? Il voit que la personne, juste du fait de son teint, statistiquement, par rapport aux statistiques bancaires, il y a une mauvaise cotation. Ouais. Donc, d'une certaine manière, tu es un peu dans la position de l'opprimé et tu dois
rétropédaler pour lui démontrer que tu en vaut la peine. Et donc, je voulais insister sur cette notion d'opprimer, parce que l'underdog, c'est aussi comment on te perçoit. Et comment toi, justement, comme tu sais qu'on peut te percevoir comme ça, tu vas faire tout un travail pour déconstruire tout ce qu'on pourrait avoir comme préjugé négatif, juste dès que tu viens, sans même que tu ouvres la bouche, quoi, tu vois. Mais tu sais, ce préjugé négatif, je pense qu'il opère souvent. Bon, alors, tu sais, dans ce podcast qu'on fait juste pour donner un peu d'expérience à tous les gars les gars basanés qui se prétendent boss, qui se veulent boss, qui veulent devenir boss comme nous, Les et gars qui sont surtout... Oui, les gars illégaux. J'ai oublié l'ego. Oh, mesdames, je suis désolé. Hein. Ça s'appelle boss basané bizarre. Ouais. On aurait pu dire ladies first, basané bizarre, je sais pas. Mais boss, c'est au féminin Boss, aussi. oui, Hein. tout à fait, ça marche aussi. Oui, donc, alors, pour revenir, donc en fait, on parle de notre expérience, qui est une expérience propre. Et moi, par exemple, tu sais, j'ai créé, il y a quand même un certain nombre d'années, une marque de vêtements de golf. Et ça me fait penser à un truc. Alors, alors tu sais, ça, c'est vraiment la question de l'underdog. Moi, j'étais dans le rap et je me suis dit, écoute, tout le monde, tous les rappeurs veulent créer une marque de vêtements. Donc, moi aussi, je crée une marque de vêtements. Mais comme j'aime pas faire comme tout le monde, je vais aller dans un sport qui est un peu différent. Donc, il se trouve que je joue au golf, j'adore ce sport. Et je me suis dit, on va créer une marque de vêtements de golf, rendre le golf un peu funky. Et je me suis associé avec un ami, deux noirs, deux gars basanés, pardon. Parce que noir, tu sais, hein, ça peut faire croire aux gens qu'on les exclut, mais c'est pas ça, mais c'est juste une expérience. Donc, deux gars basanés qui arrivent dans une agence bancaire, qui sont dans un secteur qui est un peu sujet à controverse, le textile, et en plus, dans un sport qu'on n'a jamais fait. Donc, c'était en fait double peine pour nous. Donc, on arrive, on se pose. Le temps, on a fait au moins 5-6 banques avant de trouver la bonne. Parce que tout le temps, il y avait, oui, mais vous savez, c'est le textile, puis vous n'êtes pas du domaine, et en plus, des rappeurs dans le golf qui sont basanés, c'est doublement bizarre. Donc, pourquoi vous? Ah bah écoutez, on a une bonne idée, on pense qu'il y a une opportunité, on pense qu'il y a ceci, cela. Bon, au final, on a trouvé la banque, mais ça veut dire toute la problématique de l'entrepreneur différent qui veut faire quelque chose. Ouais, et ce que tu dis, c'est important parce que le préjugé, tu prends une femme qui vient et qui fait une recherche de financement et pour faire une marque d'haltérophilie, ça va être compliqué. Parce que, non mais sérieusement, ça va être pareil, ça va être compliqué. Moi, il y avait aussi une personne, franchement, pour moi, c'est The Big Boss. Basané bizarre. Le gars, en fait, on a candidaté pour un incubateur d'entrepreneurs, la chambre de commerce, pour ceux qui connaissent, ils trouveront facilement. Et en fait, lui, il a fait une soutenance, et à l'époque, je parle d'ici de ça, il y a bien 10 ans, pour des godemichés. Je te jure, non, mais le truc, tiens, en termes, j'allais dire, il est bon. J'allais dire, il est couillu, tu vois, sans faire de mauvais jeu de mots, il est couillu. Et en fait, le gars, il y avait un jury, donc il y avait des banquiers, tout ça, donc des gens qui se disaient, mais c'est qui ce psychopathe et tout? Et en fait, il a juste défendu un business. Et les gens, ils l'ont ovationné. Parce que tout simplement, il a parlé de stratégie de développement, il a parlé de stratégie marketing, il a parlé de pas mal de choses. Il a eu tout un jargon d'entrepreneur. Et en fait, bon, ce qui fait mentir pas mal de gens, c'est que il y a pas mal de sites quelques années après qui sont créés tout sur ces outils, sur ces sujets-là. Mais à l'époque, quand il est arrivé, effectivement, on l'a préjugé et on l'a dit, mais c'est qui ce psychopathe? C'est qui cet underdog là qui vient avec son truc de psychopathe et tout? Et aujourd'hui, les gens font ça. Et ça, on peut en citer des milliers d'exemples comme ça. Et pour moi, c'est ça, les underdogs. C'est ceux qu'on ne voit pas et qu'on imagine qui font un truc pérave et qui arrivent et qui est juste là, toujours dans l'inspiration, qui est dans le virage et gagne des points de croissance et tout. Donc voilà, c'est ce que je veux dire. Mais justement, ça veut dire qu'il y a vraiment un avantage à être challenger. Ou être celui qu'on n'attend pas. Parce que, bon, d'une part, tu peux avoir une idée qui est différente. Tu peux t'attaquer à un marché qui existe déjà, mais avec une perception et un angle d'attaque que les autres n'auront pas vu. Et ça, moi, je pense que c'est un vrai avantage. Parce que, par exemple, tu sais, quand on parle
de l'underdog, quand on parle par exemple des quartiers en Europe, des banlieues, quand on parle des Africains qui n'ont pas les moyens de faire les choses ou qui n'ont pas les moyens de créer une entreprise, etc., bah, c'est toutes ces forces vives qui pensent différemment. Et comme on dit, qui pensent out of the box, qui pensent pas de la même manière que tout le monde. Et c'est cette différence, le fait d'être complètement différent de son voisin, de penser autre chose, qui fait qu'à un moment, boum, ça fonctionne. Pour paraphraser ça, on m'a dit qu'en fait, que les personnes les plus innovantes, c'est des personnes en fait qui sont contraintes parce qu'en fait, quand t'as peu de moyens, quand t'es boss basané bizarre, et bizarre dans tous les sens du terme, tout simplement, t'as pas d'autre solution qu'à d'être hyper ingénieux, hyper inventif pour t'en sortir. Et aujourd'hui, je vous invite à chercher toujours avec notre pote Google. Vous écrivez Jougad, J-U-G-2-A-D. Et le Jougad, en fait, ça va parler à tous les boss basanés bizarres des pays du Sud, parce que c'est ce qui est pratiqué dans tous les pays. Et le Jougad, on s'appelle l'innovation frugale. Oui, alors, Et l'innovation frugale, toi, tu dis innovation frugale. Nous, on dit la débrouillardise, c'est la système D. démerde. Voilà, système D. Donc, dédicace à tous les Mamadou, toutes les personnes à travers les mondes les et tout. Youssouf. Et les Youssouf, Les et les Mehdi. Traoré, les Mehdi, les Chang, les trucs. Exactement. Qui, en fait, à un moment donné, tu as besoin d'une solution, tu n'as pas les moyens, donc tu essaies de trouver, avec les moyens du bord, quelque chose qui te permet de répondre à ton besoin. Et aujourd'hui, le Jougad fait partie d'éléments qui sont pratiqués par les plus grandes entreprises au monde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans une stratégie de Jougad, par exemple dans un pays occidental, tu développes un projet à 300 millions d'euros. La boîte, elle se plante parce qu'elle n'a pas pu aller jusqu'au bout. La suivante va redépenser 3 millions d'euros, etc., etc. Dans le Jougad, on va recycler toutes les bonnes idées qui ont été faites. Et peut-être que le même projet va coûter 80 millions parce qu'ils vont reprendre tout ce qui a bien fonctionné et travailler juste sur ce qui a mal fonctionné. Donc ça c'est au plus près, en fait, de... Comment dire, c'est les itérations. C'est-à-dire, en fait, ceux qui sont dans les pays riches, ils ont l'argent pour dépenser. C'est aussi pour ça que, tu sais, en fait, moi, je fais l'analogie avec les startups. Quand tu es dans un pays riche, les startups, tu mets 100 millions, et donc ils ont le temps d'attendre, développer, perdre de l'argent par milliers d'euros. Et on se dit, bon, c'est cool. Mais quand tu as une startup dans un pays qui n'a pas les moyens de faire un écosystème pour financer toutes les stratégies startup, tu n'as pas l'argent. Donc, quand tu n'as pas l'argent, tu penses différemment. Exactement. Et tu penses efficacité. Et je faisais aussi une réflexion à mon fils qui était assez amusante. C'est qu'aujourd'hui, alors pour faire toujours par rapport aux underdogs, donc les challengers, ceux qui sont un peu les péraves et tout, en fait, c'est amusant parce que demain, ce qui va se passer, et ça, c'est une petite dédicace pour les banquiers, excusez-moi, mais j'étais obligé de la faire. On vous aime, on vous aime, Je on vous sais aime. que ça va vous faire plaisir pas mal, mais les banquiers qui faisaient une forme de délit de faciès et tout, les blagues basanées bizarres, attendez un peu, ça va disparaître ça. Pourquoi ? Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a de plus en plus d'agences qui sont en train de fermer, et parce qu'ils se sont rendus compte qu'avec l'avènement de tout ce qui est l'intelligence artificielle, il y a des intelligences artificielles qui commencent à être mises en place pour justement, par rapport aux conseils sur certains octrois de prêts bancaires et tout. Et du coup, là, ça peut, mais attends. là, ça peut être pas mal pour nous. Oui, mais ça peut être dévoyé aussi, parce que quand tu parles d'intelligence artificielle, imagine qu'on fasse des algorithmes comme le délit de faciès, où on se dise, tiens, il s'appelle Mamadou, il habite à Trappes, il habite à Bonneuil, il habite à Ouagadougou, il habite au Cameroun ou à Yaoundé, et lui, on peut pas lui donner d'argent. Non, mais c'est pas comme ça alors justement, c'est pas comme ça que fonctionne l'intelligence artificielle. Ok. Elle fonctionne en termes d'efficacité. Ça veut dire qu'elle s'en fout de savoir que t'appelles Mamadou, Bamako, tout ça. Elle, en fait, elle va chercher à savoir ta capacité à rembourser. Ça veut dire que l'historique, par exemple, entre ton compte et le mien, que tu t'appelles Mamadou, que je m'appelle Adoum et tout ça, c'est pas la même historique parce que peut-être que moi, je suis un mauvais payeur et tout ça, tandis que toi, tu l'as été. Et donc, ça va vraiment beaucoup plus analyser sur ça. Et ce que je voulais dire, c'est que ce qui est étonnant dans cette histoire d'échec, c'est qu'en fait, dans le système avec ce qu'on appelle le deep learning, et ça je vous invite à regarder tous les petits exploits de ceux qui se sont fait battre et tout, récemment, dans le deep learning, comment ça apprend, c'est comme ça fait des pings, et jusqu'à trouver la bonne solution. Ça veut dire que... C'est quoi le ping ? Parce que moi je suis un peu... C'est... Alors
là encore une fois, désolé pour tout ce qui est informaticien, parce que je vais me faire saucer. Mais je vais te dire mon interprétation et comment Ok, je le définis. d'accord. C'est juste qu'en fait, c'est que ça envoie un signal et jusqu'à ce que ça trouve une réponse qui soit positive par rapport à l'action et la tâche que ça va faire. Donc ça. Ok, Et donc, la notion d'intelligence artificielle, c'est que quand nous, on en fait 10 à la seconde, bah peut-être qu'elle, elle en fait 20 millions à la seconde. ok, d'accord. Ça vient, voilà. Sauf que comment le deep learning fonctionne et ce qui est en train... Le deep learning, c'est-à-dire en fait L'apprentissage l'apprentissage de la profond. machine. C'est la machine qui apprend par elle-même. Voilà, c'est l'apprentissage par couche et l'apprentissage profond. Ok. Bah, par rapport au deep learning, ce qui fait que ça va changer notre société, c'est que c'est des machines à apprendre très 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 rapidement. Mais ça apprend comment? Par l'échec. Et on autorise la machine, donc qui va définir notre avenir, à apprendre par l'échec. Mais par contre, on n'accepte pas que l'humain apprenne par l'échec. Ouais, mais attends, pas partout quand même, parce qu'en fait, la société américaine, bon, elle a des défauts, elle a tout ce qu'on veut, mais quelque part, quand tu ne réussis pas, quand tu fais une société par exemple, tu te plantes, etc., les banquiers se disent, bah tiens, ils vont valoriser ça parce que ça, c'est une preuve qu'il a appris quelque chose. Il s'est planté, donc peut-être s'il se plante sur la suivante, etc., à un moment, il va réussir. Bah, c'est comme je crois que c'est toi qui parlais lors d'un podcast précédent du fait de marcher. Bah, tu peux pas marcher si tu n'es pas tombé. Exactement, ouais. Bah oui. Bah, c'est tout à fait ça. Et du coup, bah, on préfère largement. C'est comme. Alors, on va encore à l'analogie des sports de combat et tout. C'est par rapport au combat, sport de combat. Bah, c'est effectivement en pratiquant que tu peux apprendre en fait. Oui, non, ça c'est vrai. On va faire. Attends, là j'ai un homies qui vient dehors, donc je te laisse parler. Le temps que D'accord. j'aille lui ouvrir la porte. Et D'accord. puis on fait ça en live, hein, on est D'accord. chez nous. Ok, bah on est chez nous. Donc voilà, donc du coup, bah c'est vraiment cette pratique-là qui permet d'apprendre parce qu'en fait, la personne qui a une pratique du sport, tout à l'heure, Albert parlait du golf. Le golf, bon, Albert parlait du golf. On vient d'apprendre. Attends, je te répète, Albert, il joue au golf. Tu vois? Attends, ah ouais, il joue au golf, carrément. Ah ouais, Oh, parce que- c'est le tech qui est là. parce que moi, je pensais que le seul basané qui joue au golf, c'était Tiger Woods. Bah, je vois qu'il y a des gars qui rappent et qui jouent au golf. Moi, Ah, je croyais écoute, que ouais. c'était un style parce que ça fait bien et tout. Non, mais Donc, non, c'est pas ça du tout. Mais bon, je vous expliquerai une autre fois le pourquoi. par exemple, Albert, il joue au golf. Et pour jouer au golf, comment on s'améliore si on ne pratique pas? Comment on s'améliore si on ne fait pas mauvais coup? Comment on s'améliore si on ne teste pas? Alors, pourquoi on accepte que dans le sport, dans la chanson, je pense pas qu'il ait pris le mic. Je pense qu'il a dû avoir des moments de grande solitude et tout. C'est comme là, je fais des dédicaces. Pour moi, les boss basanés bizarres, les humoristes. Franchement, moi, tu ne peux pas me faire monter sur scène. Je raconte une blague et devant une foule là qui me regarde style, mais dégage, tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu me racontes et tout? Donc voilà, donc c'est vraiment la pratique et donc cette forme d'apprentissage profond que les machines sont en train d'expérimenter. Et je pense qu'il faudrait qu'on puisse laisser cette démarche aussi à l'être humain parce que pourquoi on aurait commencé en arrivant sur Terre à échouer et à apprendre de nos échecs et qu'après on dise non, c'est fini, maintenant t'as plus le droit d'échouer, truc, c'est comme ça. Et... Mais ça, c'est quand même aussi le signe de, comment dire, d'une mentalité qui est fortement ancrée. Parce que quelque part, les underdogs, tous ceux qui sont on les a mis, regarde, tu vois, on les a mis à la périphérie. C'est-à-dire qu'il y a la ville qui est faite pour les gens bien, les gens comme il faut. Et à la périphérie, il y a tous les rebuts dont on ne veut pas. Et de la même manière, c'est comme ça que le monde fonctionne. La périphérie du monde, c'est l'Europe. Et tout ce qui est autour de l'Europe, écoute, ce sont les rebuts, ceux qu'on ne veut pas, etc., etc. Donc, à un moment, tu sais, c'est aussi ces rebuts qui sont en train de montrer que, tu sais, si on prend que le plan humain des gens, l'intelligence pure des gens, et qu'on mette ce critère en avant plutôt que le critère d'origine, de race, de ceci, de cela, je pense qu'on irait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Mais comme tout ça, même le marché est lui-même teinté d'une certaine méconnaissance de l'autre et d'une certaine exclusion de l'autre, forcément, on est moins efficace. Bah oui, mais encore une fois, je redis une chose parce que les gens, justement, puisque tu parles de l'Europe, il faut vraiment savoir que il y a personne qui a été toujours dans cette compétence-là. Moi, j'aimerais juste te rappeler que, justement, à l'époque, notamment quand il y avait certaines civilisations qui étaient très très en avance, et quand je dis en avance, c'était mais qui étaient à des années-lumière de ce qui se passait. Par exemple, tu prends en Europe, en France et tout, on était à se frapper avec
trucs, des gourdins et tout, quoi, tu vois. Et les gars, comment ils se sont évolués? Ils allaient attaquer des châteaux avec des gourdins. Ils ont vu qu'ils se faisaient défoncer avec des catapultes et tout. Ils sont allés voir les Chinois. Ils ont vu qu'il y avait une matière noire qu'on appelle la poudre et qui faisait des explosions et que ça faisait des gros carnages sans trop se fatiguer. Et à cette époque-là, les boss, ils étaient de l'autre côté quand même. Ah bah bien sûr, les boss étaient de l'autre côté. Et donc du coup, tu vois, c'est un peu tout ça qui a fait évoluer l'humanité. C'est premièrement cette notion de collaboration que je trouve qui n'est plus assez mise en avant. Tout à fait. Et deuxièmement, ce côté apprentissage, transfert des compétences, et justement aussi de partir de l'échec et rebondir pour justement améliorer son process, tu vois. Et quand tu vois en plus, je reviens là-dessus, sur comment se développent justement les technologies, c'est vraiment comme ça, c'est l'apprentissage profond, c'est multiplier, mais de façon exponentielle, les échecs pour trouver le meilleur process qui soit le plus efficace. Et je donne l'exemple, et celui-là il est assez marrant, c'est, tu sais, les deux intelligences artificielles qui ont été faites par Facebook, là. Donc eux, ils ont voulu tester la collaboration entre les intelligences artificielles, ils s'échangeaient des cubes, des carrés et tout ça. Je vous invite à regarder parce que c'est super marrant. Et en fait, à un moment donné, ils comprenaient plus ce que les trucs disaient. Et en fait, comme les machines, elles fonctionnent par un système de récompense. D'accord. Et comme elles n'avaient plus de récompense à parler l'anglais, elles ont inventé un langage qui leur permettait d'être plus efficaces et plus rapides. Et c'est ça, en fait, tout ce qui se passe, tu vois. Et ce que nous, on devra faire, c'est à la fois être adaptable et être beaucoup plus rapide dans notre... Mais on ne peut être rapide que si effectivement on inclut l'autre, quelque part. Parce que c'est vrai que je repars encore sur le système parce que franchement, c'est un système qui... Bon, alors je ne dis pas que la machine va complètement révolutionner la chose et que grâce à la machine, on va vraiment être supra efficace. Bon, ça va amener des merdes aussi, ça c'est sûr et certain. Mais je pense que la dimension humaine, le côté partiel humain, simplement, hein. Moi je préfère mon voisin. Je préfère celui qui me ressemble. Je préfère celui qui a peut-être les mêmes affinités que moi ou bien les mêmes... tu vois, et tout ça, ça pose un problème. Mais je pense que pour qu'on puisse discuter de manière équivalente avec des gens qui ne nous considèrent pas, il faut peut-être que nous aussi, on monte en compétences. Et on monte notre manière d'être. Et c'est pour ça que je pense que être underdog, surtout à cette période, c'est une grande chance. C'est une grande chance, pourquoi? Parce que, quelque part, on a la technologie qui va nous permettre de sauter des gaps incroyables, quoi. Et de faire des choses que, on soupçonnait même pas. Moi, si j'avais eu... franchement, bon, je regrette pas cette époque, c'était une époque bénie, mais si j'avais eu Internet à l'époque, quand j'avais 20 ans, dans la cité, crois-moi, j'aurais défoncé tout le monde. Voilà, effectivement, moi je pense que la technologie, elle va apporter une forme d'équilibre. Alors, un petit détail aussi, quant à les GAFA, donc Google, Apple, Facebook et Amazon. Maintenant, Netflix aussi. Netflix aussi, oh là là. Voilà, on appelle GAFAN maintenant. GAFAN, ah voilà, maintenant GAFAN. Oui. Alors, il y a les BATX aussi. Alors, je sais pas. Bon, BATX, je prends pas le risque. Ok, bon, alors, le premier, c'est Baidu. Ils ont Google. Il y a Baidu, il y a Alibaba, il y a... Tencent, ouais, bien, Tencent. Et le dernier, Xinjiu. Xinjiu, yeah, ouais. On a dit les BATX, c'est les GAFA asiatiques. Et en fait, quand à les GAFA qui se précipitent sur l'Afrique, à votre avis, pourquoi? On entend à droite à gauche, ah ouais, c'est super, Bill Gates, il est trop généreux, tout ça et tout. C'est qu'en fait, la dernière fois, mon fils m'a posé la question, il m'a dit, mais papa, je comprends pas, mais comment Facebook gagne sa vie? Pourquoi ils nous font gratuit? J'ai dit, mais il fait pas gratuit. Là, t'as tous les jours, et dédicace à tous ceux qui sont sur Facebook au quotidien, tous les jours, t'as des gens qui auto-alimentent l'intelligence artificielle de Facebook gratuitement. Aujourd'hui, Facebook et les intelligences artificielles ont une compétence et un taux d'erreur de 2% sur la reconnaissance d'une photo, quand l'être humain a un taux d'erreur de 5%. Et donc, pourquoi l'Afrique? Parce que l'Afrique, et ça je dis sous contrôle d'un expert qui est dans la salle, le taux d'équipement en smartphone et en technologie est beaucoup plus rapide que les pays occidentaux. Ça veut dire qu'il y a une génération de téléphones qui a sauté. Et pourquoi justement Facebook, Google cherchent absolument à ce qu'il y ait la connexion Wi-Fi sur l'Afrique? C'est parce que quand ce continent-là, qui fera 1 milliard et quelques
dans les quelques années à venir, il y aura 1 milliard de personnes en plus Qui seront connectés. qui seront connectées. Tout à fait. Et donc l'Afrique représente un marché exponentiel. Et ça, aujourd'hui, l'Afrique a été dans son passé en posture d'opprimé, mais il y a beaucoup de gens et beaucoup de talents, de boss basanés bizarres. Et franchement, j'aimerais juste rappeler qu'il y a l'Angola qui vient de lancer son premier satellite, hein. Quand même. Oui, non, mais tout à fait. Bravo, hein. Oui, bravo, Voilà. bravo. Non, Et c'est donc, une il y très bonne a chose. beaucoup de boss basanés bizarres en Afrique qui font des choses assez extraordinaires. Philippe Emeagwali, aussi, qui est originaire du Nigeria, qui font des choses extraordinaires. Donc, juste pour finir, soit vous prenez la définition de underdog, c'est-à-dire que opprimé, dans ce cas-là, vous mettez en posture de victime Tout à fait. et vous subissez, soit vous prenez la position d'underdog en position de challenger. Et dans ce cas-là, préparez-vous à choper l'opportunité, parce que comme tu disais tout à l'heure, il y aura énormément d'opportunités pour tout le monde. Non, je crois aussi qu'il y aura énormément d'opportunités. Et puis, bon, quelque part, tu sais, il y a juste des paliers. Nous étions les underdogs dans notre banlieue parce que nous n'avions pas accès à la ville. Certains sont des underdogs comme, par exemple, des villes. Marseille est l'underdog de Paris, quelque part, même si c'est à un autre niveau. Et aussi au niveau des pays, parce que, bon, et des continents même. L'Europe est devant, ou est supposée être devant l'Afrique. Donc, quelque part, si vous êtes en train de préparer, de fourbir vos positions, de fourbir vos armes, d'être de plus en plus... Bon, fourbir, c'est d'ailleurs préparer, hein, excusez-moi. Parfois, je me perds dans un français trop soutenu. Nous sommes là pour parler à tout le monde. Donc, ok, d'accord, je me reprends. Donc, si vous avez l'opportunité de faire quelque chose, je pense que c'est vraiment le moyen parce que vous avez la chance d'aller beaucoup plus loin que nous l'avions il y a 20 ans. Vous avez la chance de pouvoir faire les choses de meilleure manière. Alors là, on arrive à la fin du podcast. J'aimerais juste que vous restiez en contact avec nous, qu'on puisse parler, dialoguer. N'hésitez pas à nous envoyer des messages sur contact@bcube.africa, sur le site bcube.africa, la page Facebook, on est en train de la créer, hein, donc je crois que ce sera BBBcube. Un truc comme ça, bon, on vous le redira de toute façon. L'Instagram Bcube Africa aussi. Et donc posez-nous des questions, on essaiera d'y répondre dans les prochains podcasts. Merci beaucoup à nous. Merci à toi. Et on est là, on est ensemble. Ouais, c'est ça, non? C'est ça. Yeah. Avec une force de frappe nuit, de jour comme de nuit, les gars de la shadow, on perd dans le maquis, combinaison kaki de rigueur, Harakiri pour code d'honneur, code rouge blanc c'est comme Charlie, la section s'organise, puis se subdivise, les hommes fantômes disparaissent, puis réapparaissent, les dépenses et ailes transpercent, la défense adverse, ton dispositif fume à Shimano, pour les gars de la halo, combat égal défait égal